Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour PM. Salut Fanny, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. C'est quoi cette voix que tu prends là? C'est la voix du podcast. On est dans le podcast. Déjà, les invités sont pas prêts. Non, les auditeurs sont pas prêts. Exactement. Vrai, ouais. Bon, comment vas-tu? Écoute, tout va bien. Ouais. Tout va bien. Je reviens des États-Unis. J'ai pris ma dose de motivation et de tout ce qu'il fallait là-bas. Je suis de retour. T'étais où aux États-Unis? J'étais à Chicago. J'avais un de mes amis qui courait le marathon là-bas. Okay. Donc, on en a profité pour prendre une semaine de vacances. D'accord. Et puis voilà, je suis rentré il y a une semaine et demie. Donc, j'ai eu le temps de régler le décalage horaire. Et ça, on va dire que c'est la première semaine là où je suis d'attaque depuis les 10 derniers jours. Ok, C'est cool que tu viennes du coup. Et ça fait plaisir d'être là. Merci. Découvrir l'expérience. Bah oui, c'est ça, ce que tu me disais en off, qu'en effet, tu savais pas à quoi t'attendre. Et moi, je t'ai répondu de manière très naturelle, moi non plus. C'est vrai, ça. Donc c'est bon, tu me fais confiance, on est 100%. parti, quoi. On est en voyage. Let's go. Qu'est-ce que au-delà d'accompagner un ami, parce que ça aurait pu être dans une autre destination, je sais pas si tu serais allé, du coup, tu vas chercher quoi aux États-Unis? Moi, je suis parti aux États-Unis la première fois en 2017 et c'était sur la période où je suis passé de travailler à mon compte à monter mon business. Et du coup, j'étais déjà coach sportif à l'époque. Et en fait, avec... je te coupe juste. C'est quoi la différence pour toi entre travailler à ton compte et monter ton business? Ah, je parlais de auto-entrepreneur en gros. D'accord, ok. Donc j'ai changé mon temps contre de l'argent. Ouais. Et du coup, c'était la transition sur j'ai envie de créer un système, j'ai envie de créer de la franchise, j'ai envie de commencer à créer un business, donc moi mettre en place un cadre pour faire en sorte que d'autres personnes après puissent venir travailler avec moi à l'intérieur. D'accord. Et donc à ce moment-là, j'étais parti avec Noël et avec un autre de mes amis. On avait fait pratiquement 1 mois et demi aux US et on avait fait toute la côte Est, toute la côte Ouest. Et en fait, j'avais mangé une claque dans ma tête à ce moment-là parce que, en fait, je me suis dit, ah ouais, mais Pierre, tu vois trop petit. Tu vois? Et c'est marrant parce que chaque fois que je vais aux US, j'ai ce rappel-là. Le fait de dire que, par rapport à tous les problèmes qu'on peut avoir parfois en France sur le fait de dire que on n'arrive pas à faire de clients, y a pas d'argent, etc. En fait, quand tu vas aux US, tu vois que ces problèmes-là, j'ai envie de dire, n'existent pas. Tu vois, ce que j'aime beaucoup aux US, c'est que tu peux être qui tu veux. Ouais. Tu vois, quand tu arrives là-bas, tu peux te créer le passif que tu veux et tu peux aller vraiment chercher énormément d'opportunités parce que pour le coup, je trouve que les charbonneurs sont vraiment récompensés là-bas, tu vois. Et donc depuis, je suis retourné quelques fois aux US et c'est vrai que là, la première chose que j'ai retrouvée au moment où je suis arrivé là-bas, c'est ce truc de ah ouais, mais en fait, il y a énormément de choses à faire, tu vois. Et autant c'est pas quelque part où je pourrais habiter parce que je trouve que dans la mentalité ils sont un peu fous, donc faire une famille là-bas, etc., ce serait pas du tout possible. Mais par contre, se faire des piqûres de rappel 1 fois par an, 1 fois tous les 2 ans, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu vois, cette mentalité des gens qui sont très avenants, du fait de voir que comme moi je fais du business, il y a beaucoup d'argent en circulation, c'est des bonnes piqûres de rappel, tu vois. C'est ça. Et le deuxième truc, je pense que c'est aussi tout ce qui tourne autour de la culture. Tu vois, on est très influencé en vrai par la culture américaine et c'est vrai que aller de temps en temps dans ce berceau de notre culture, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je trouve ça super intéressant, tu vois. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles, par exemple, j'avais appris l'anglais à la base. C'était pour aller pouvoir chercher de l'information à la source. Ouais. Tu vois, ne pas se manger les filtres que tu vas avoir dans les traductions, etc. Bien sûr. Et je me rends compte que même dans mon activité à moi, le fait de pouvoir aller chercher de l'information à la source, d'une part, tu te gagnes énormément de temps. Bien et sûr. En plus, il n'y a pas de transformation ou de pattern que des gens qui traduisent pourraient te donner. Non, toi, tu mets le ton produit filtre brut. À toi, exactement. Mais comme ce que tu crées vient de toi,
Finalement, 100%. tu sors quelque chose qui a une influence ou une inspiration étrangère, on va dire, et tu le mets avec ton filtre, tes valeurs, ce que tu as envie de créer aussi. Exactement. Et aussi en l'adaptant à la culture française, parce que clairement Et ça, t'es obligé, ouais. Ouais, je pense que t'es obligé. Ils sont trop sauvages, ils sont trop bruts. C'est vrai, hein. Ouais. C'est vrai, mais tu vois, par exemple, je me rends compte que c'est une des choses qui a fait que nous, on a pu développer notre activité rapidement. En vrai, le deuxième club qu'on a ouvert, il est inspiré à 70% d'un club que j'ai vu aux US. Et quand je l'ai ouvert ici, on m'a dit, mais comment vous avez pensé à un truc comme ça, pardon. Écoute, je suis allé dans le berceau, entre guillemets, de l'information, j'ai ramené un concept, et c'est ça qui a pu le faire exploser, ouais. Tu sais que j'ai fait ça comme métier, en fait, pendant 10 ans. Ok. Ouais. En fait, moi, je bossais dans une société et nos clients venaient justement pour nos services parce qu'ils voulaient un benchmark dans leur domaine d'activité et en dehors de leur domaine. Et on allait dans le monde entier pour leur montrer et ils allaient sur place, on les amenait sur place avec études du rapport annuel, etc. Justement pour qu'ils puissent modéliser, s'inspirer de ce qu'ils voyaient sans faire un copycat, parce que ça marche pas, en effet, mais vraiment aller s'inspirer. Donc, ce que tu as fait, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Voilà, et puis, tu visualises aussi beaucoup mieux quand tu es dedans. Et là, c'était le truc Exactement. de... Quand je suis rentré dans cette salle-là là, que j'avais vue à Los Angeles, à Beverly Hills, j'ai dit, mais attends, en fait, ça, c'est possible. Ouais. Ça, c'est possible et ils arrivent à vendre. Et je te dis, 60-70% du concept, on l'a ramené. Et vraiment, quand on a ouvert ce deuxième club à la Défense, les gens m'ont dit, mais waouh, comment vous avez pensé à ça? J'ai dit, c'est Dieu qui donne. T'as pas donné tes sources. Exactement, jamais donné ses sources. C'est clair, parce que les avocats américains, attention. T'as capté? Là, voilà, moi je suis... Non, écoutez. C'est une inspiration, Exactement. Mais c'est un concept français, born and raised en Île-de-France. Le nom est français, tout ça, ouais. Exactement. Tu parlais de voir trop petit ou à l'inverse, en fait, l'inspiration de voir plus grand. À quel moment dans ta vie, quand tu te souviens, t'avais la sensation de te voir plus petit que tu n'étais, de te penser plus petit que tu n'étais, ou qu'on t'ait fait penser ça de toi? C'est une bonne question et ça, pour moi, je pense que ça revient à très loin parce que moi, j'ai toujours grandi en avance. J'ai 2 ans d'avance. Donc, ça veut dire que dès l'âge de 8-9 ans, je me suis constamment retrouvé avec des gens qui étaient plus vieux que moi. Ouais. Mais surtout que c'est des âges en plus où tu te développes énormément. C'est ça. Donc, quand des décalages de avec des 11 ans, c'est énorme. Des décalages de 1-2 ans, tu les sens encore plus à cet âge-là, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que je me suis vu, moi, trop petit, dès l'âge de 8-9 ans. Ça a créé des patterns qui m'ont permis de gagner du temps, de pouvoir passer des étapes plus rapidement. Mais c'est vrai que quand je me rappelle de cette époque-là, je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'était pas facile. Tu vois, tu dois apprendre à jouer des coudes, tu dois apprendre à t'intégrer, tu dois apprendre à te faire des amis, tu dois apprendre tout ça beaucoup plus vite parce que, entre guillemets, c'est toi qui as choisi d'être dans cette position-là. Tu vois? Mais donc, ouais, dès 8-9 ans, j'ai été dans cette dynamique-là, ouais. Mais c'était plus toi, en fait, qui te le disais, du coup. C'est comme ça que tu le ressentais ou tu le voyais de l'extérieur ou Je pense que c'est les deux parce qu'en plus, quand t'es jeune, quand t'es enfant, tu sais, t'as beaucoup moins de filtres. Tu vois, ça veut dire que tu peux beaucoup plus retrouver des gens qui vont pouvoir te le dire, ouais, t'as pas l'âge. Ouais, comme dit Kylian Mbappé, tu me parles pas d'âge. T'as pas l'âge, t'es trop petit. Ah, mais tu viens d'où? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense que ça, c'est des choses qui, en plus, quand tu te les manges petit, c'est des schémas qui restent et qui tournent dans ta tête. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et physiquement, est-ce que ça a eu un impact sur toi? Physiquement, c'est-à-dire? Dans ton physique. Est-ce que le fait d'avoir pu entendre par rapport à ton âge que tu étais plus petit, est-ce qu'il y a eu des moments où justement tu t'es senti, toi, physiquement plus petit, physiquement plus fragile, physiquement plus chétif, vulnérable, ce que tu veux? Je pense que du coup, factuellement, j'ai grandi comme ça et que typiquement, c'est des choses qui m'ont fait faire très tôt beaucoup de sport, qui m'ont fait faire de la musculation, etc. Tu vois, ça veut dire que je pense que j'ai constamment été dans cette mentalité du tu n'es pas assez, donc tu dois faire plus. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que je disais ça a créé du positif derrière. Ouais. Mais c'est vrai que non, moi j'ai constamment, c'est marrant parce qu'il y a 2-3 ans, je travaillais encore là-dessus et c'était vraiment ce sentiment du ouais, tu n'es pas assez, tu ne vaux pas assez. Tu vois? Donc ça touche la valeur. Ça touche la 100%. Et très honnêtement, ouais.
Et ce qui est fou, c'est que moi, j'adore ce mot parce que c'est vraiment au cœur de ma raison d'être. Et dans le terme de valeur, on a la valeur de ce qu'on vaut, mais on a aussi la valeur monétaire. Et le fait que, tu vois, t'aies été à ton compte, que t'aies voulu créer vraiment un réseau, etc. En plus, t'as tout de suite utilisé le mot de franchise et je me suis dit, c'est marrant, il faut que je lui pose la question aussi de pourquoi la franchise, parce que genre, je le comprends, le concept business. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le mot, la franchise. Et bah, tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai jamais fait le parallèle entre les deux. Dans le sens, j'ai jamais réfléchi aux deux mots en même temps. La franchise. Ouais, c'est fou. En plus, c'est marrant parce que dès qu'on a lancé le business, je suis avec un de mes associés et le truc qu'il m'a dit, c'est moi, je te suis si on fait de la franchise, en gros. Il m'a dit, moi, je te suis si tu vois ce que je veux dire? Et c'est mon frère d'armes, mais ça fait 12 ans qu'on se connaît et pour le coup, bah, je pense que c'est la personne avec qui je suis la plus franche. Ouais. Et pour la valeur, t'avais déjà par contre fait le parallèle entre valeur monétaire et valeur à l'intérieur de ça? Non plus. Ok. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, que ça fait du sens. Ouais, j'ai constamment, je pense, été à la recherche de cette valeur. Ouais. Tu vois, que ce soit la valeur de soi-même et la valeur monétaire, ouais, le fait de pouvoir mettre des actions en place, de pouvoir créer des choses, tu vois. C'est vrai. Et la thérapie. Moi, je me souviens d'un repas à Palma où on avait parlé en off, on était à côté, on parlait tous les deux. Je t'avais retourné le cerveau et tu m'avais dit le lendemain, tu dis purée Fanny, tes questions, elles tournent encore dans ma tête. C'est vrai ça. Bah oui, mais c'est ce que j'aime aussi. J'aime bien le fait sûr, ça te fait progresser d'une certaine manière, tout comme quand toi tu parles. Moi, au même moment, ça vient me faire des liens, quoi. J'aime bien ça. Non, ça donne de la nourriture une fois que t'as fini de manger. Ça, j'aime bien ça. Et du coup, une fois que t'as la valeur, donc qu'elle vienne de toi, qu'elle vienne de l'extérieur, que ce soit monétaire ou pas, ça te permet quoi? Plus grand est ton niveau de valeur, plus ça te permet quoi? Je pense que moi, j'ai toujours été dans cette volonté de prouver et d'avoir de la reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire? Toujours été dans cette volonté de prouver et d'avoir de la reconnaissance. Ça veut dire que c'est comme si je te disais, j'ai grandi en étant celui sur lequel on mettrait pas une pièce, tu vois, parce que, bah, je te dis, j'ai grandi pas forcément dans le groupe dans lequel j'aurais dû grandir, tu vois, mais de l'autre côté, ça a aussi créé ce truc chez moi qui m'a fait me dire, si t'es là, c'est que t'es là pour une bonne raison aussi. Et si tu vois toutes ces choses-là maintenant, c'est que t'es aussi promis à un grand avenir, tu vois. Donc non, moi, je te dis, je pense que j'ai constamment été dans cette volonté de, ouais, bah, tiens, je vaux quelque chose et je suis capable de faire des choses que vous ne savez pas faire et je vais vous montrer. Et s'il faut travailler plus que les autres, ça, c'est pas un souci. Ouais. Et c'est quoi en fait, tu vois, moi, quand je pense au monde dans lequel on vit, et je dis souvent, on vit dans un monde de patriarcat. Oui, ce sont les femmes qui sont touchées par le patriarcat, mais la masculinité toxique qui découle du patriarcat touche les hommes également. Et cette notion de, tu sais, de récolter de l'argent, de le lier à la valeur, de mettre les gens à l'abri, peu importe qui tu mets derrière les gens. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, t'est naturel ou c'est devenu en fait comme un mode de fonctionnement parce que c'est la société dans laquelle on est et c'est comme ça qu'il faut faire, même si ta nature, toi, tu rêverais de faire un truc, je sais pas, à part ou tu vois, sans lien avec l'argent, sans lien avec... C'est quoi pour toi masculinité toxique? Qu'est-ce que tu définis là-dedans? Pour moi, la masculinité toxique, c'est le fait que, vu qu'on est gouverné par un monde patriarcal, on est sur un monde du faire. Et le faire, c'est on doit faire et forcément, on est payé en retour par le faire. Les femmes aussi. C'est aussi pour ça qu'il y a un problème relationnel, c'est que les femmes qui sont plutôt dans l'être et moins dans le faire sont élevées comme ça, du coup, ne laissant pas la place aux hommes d'entrer dans la relation pleinement. Mais un homme, comme tout être humain, est composé d'une partie féminine dans son énergie, une partie masculine, donc une partie être, une partie faire. Et je trouve que en fait, on en oublie chez l'homme, on en oublie cette partie d'être. Et du coup, vous pouvez subir également cette partie de masculinité toxique. Donc, dans le business, ça peut se ressentir. Dans les relations, ça peut se ressentir. Vouloir être le plus fort, le mâle alpha, parce que c'est celui que la femelle va choisir pour se reproduire et pour assurer une famille et une reproduction et une lignée. Historiquement, c'est vraiment ça, tu vois. Et je dis que c'est toxique parce que il y a assez peu de place à l'émotionnel, assez peu de place à la vulnérabilité, etc. Et encore plus si on
parle à des hommes que d'un point de vue du faire, de ce qu'ils font, de ce qu'ils rapportent, de ce qu'ils gagnent, etc. Et du coup, je sais pas, c'est vraiment comme ça, à bâton rompu, pour toi, la masculinité toxique, comment est-ce que tu te places là-dedans? Est-ce que tu as subi plutôt, tu as eu la sensation de subir la société et ce qu'on attendait de toi et de t'y être adapté? Ou au contraire, de trouver que c'est naturel pour toi et... J'ai l'impression que... En fait, c'est comme si je te disais... J'ai l'impression que dans notre société, c'est facile d'être moyen. Tu vois? Ça veut dire que c'est assez facile demain de trouver un travail, de pouvoir payer un loyer, de pouvoir trouver quelqu'un, faire des enfants, les amener à l'école et puis reproduire ce schéma-là, tu vois? Average. Exactement, la moyenne. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été dans ce truc où je me suis dit, non, je sais qu'il y a des grandes choses qu'on peut faire, tu vois. Et ces grandes choses que tu as envie de faire, pas forcément, elles vont te demander un niveau de compétence et un niveau de travail, tu vois, qui va être énorme, tu vois. Et je te dis ça dans le sens où, en fait, j'ai jamais réfléchi forcément au fait de me dire, tiens, comment je me sens, parce que je me suis dit, en réalité, oui, c'est vrai que c'est pas ce qui compte, tu vois. Est-ce que tu peux mettre ta mère à l'abri? Est-ce que tu peux acheter une maison à tes parents? Est-ce que tu peux faire en sorte que ton frère, il ait envie de faire des choses? Est-ce que demain, tu peux faire en sorte que ta femme, si elle veut, elle n'ait pas besoin de travailler? Est-ce que tu peux faire en sorte de mettre tes enfants dans les meilleures écoles? C'est ça qui est important. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que depuis pas mal d'années maintenant, je suis passé un petit peu dans ce mode survie où du coup, je me suis déconnecté de mon cœur, je me suis déconnecté de ce que je ressentais pour me concentrer pleinement dans ce faire, comme tu disais, et justement pouvoir trouver mon bonheur ou des moments de répit, parce que oui, c'est beaucoup de pression à l'intérieur de se faire lui-même. Je sais pas si je suis clair. Si. Non, j'ai complètement compris. Est-ce que quand tu te projettes, tu vois un peu plus loin, est-ce que le projet, c'est d'avoir une forme de liberté financière pour te reconnecter à ton cœur derrière, ou c'est juste de prendre un peu de recul? Je me demande en fait si dans ta vision, parce que t'as la conscience du cœur et de la tête, et parfois en fait on se dit qu'il faut faire, on met un peu de côté ce qu'on ressent pour après y revenir, ou alors toi tu disais carrément que tu essayais à l'intérieur de ton faire d'avoir des soupapes de décompression, mais c'est quoi qui est dans ton cœur et c'est quoi l'étape d'après, ou comment est-ce que ça va se lier? Moi, j'ai toujours travaillé pour avoir du temps. Ouais. Tu vois, ça veut dire que ce qui me fait kiffer, c'est de normal, pouvoir... parce que t'en as gagné. T'as capté? J'ai gagné du temps, donc maintenant, il faut que je le rentabilise. Tu vois, j'ai constamment été dans ce truc de... je vais apprendre une compétence et après, je vais la déléguer. Le but étant pour moi de pouvoir gagner en compétences, de pouvoir faire en sorte de former des gens qui vont être capables de faire ce que je fais et de moi d'avoir du temps. Tu vois, et c'est vrai que autant au moment où j'ai dû démarrer ce truc-là, ça me semblait une montagne. Ouais. Autant c'est vrai que maintenant, 5, 6, 7 ans plus tard, je me rends compte que je m'épanouis là-dedans, comme si c'était devenu mon mode de vie à moi. Mais par contre, c'est vrai, tu vois, quand tu en parles, que je me rends compte aussi que je fais ça pour pouvoir petit à petit ne me concentrer que sur des choses qui me font kiffer. Comme si j'avais dû me forcer à trouver des trucs qui me font kiffer sur les premières années. Ouais. Parce que quand tu construis du business, t'es obligé d'avoir un niveau d'intensité qui fait que ça doit être important si tu veux que ça décolle. Mais que, petit à petit, avec le temps, je suis capable, moi, de pouvoir gagner en qualité de vie et de ne me mettre que, tu vois, j'aimerais bien me dire dans 2 ans, je pars en Thaïlande pendant 2 mois et puis je boxe là-bas et je fais des combats et je ne peux me concentrer que sur ça parce que ce qui tourne ici à Paris, ça tourne et que j'ai besoin de m'en occuper à 5%. Tu vois, donc, ouais, je te dis, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé mon plaisir ou mon bonheur ou mes soupapes de décompression, comme tu disais, dans le faire, parce que pour moi, et c'est vrai, on juge un homme. Alors, si on a envie de le juger, mais un homme est jugé, j'ai envie de te dire, à sa capacité à faire dans tous les cas. Oui, c'est clair. Mais c'est pas quelque chose que je déplore. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais est-ce que tu jugeais une masculine. Parce que pour moi, c'est vrai que, et je suis peut-être assez traditionnel là-dessus, tu vois, mais pour moi, c'est vrai que on juge un homme au fait d'être capable. Et capable dans tous les comment on dit, dans tous les sens du terme. Tu vois, ça veut dire que tu peux être un homme qui s'épanouit,
et c'est très bien, je suis content pour toi, mais pour moi, si tes parents ne sont pas à l'abri, je me dis, moi, si je dois juger à ce moment-là, je me dis, je trouve ça égoïste. Tu vois? Ouais, parce que je suis pas dans le délire de sauver, mais je suis beaucoup dans le délire de protéger, de pourvoir, tu vois? Et pour moi, en tout cas, je pense que c'est là-dedans qu'il est important de s'accomplir. Ouais. La famille, ça revient souvent. Mon petit frère, c'est mon cœur. Oh. J'ai un petit frère qui a 5 ans de moins que moi. Il a 23. Ok. Et 5 ans, c'est marrant parce que c'est l'âge où c'est beaucoup d'écart, mais en même temps, c'est pas tant que ça. C'est en train de se lisser. J'ai 5 ans aussi avec ma sœur. 5 ans, c'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander, tu vois. Et 5 ans, c'était suffisamment beaucoup pour que je casse beaucoup les pieds et que je me prenne pour le parent supplémentaire quand on était petit. Mais à la fois, c'était suffisamment peu pour que je l'emmène constamment avec moi, rencontrer mes amis, etc. Tu vois. Et aujourd'hui, là, en plus, il est sur Paris, il discute et il voit mes amis normalement et librement. Et ça, pareil, je sais que c'est quelque chose qui l'a fait mûrir assez rapidement. Tu vois. Et c'est vrai que moi, je suis très famille. Alors, je suis très famille dans mon cercle très proche. C'est-à-dire mon père, ma mère, ma grand-mère et mon petit frère. Tu vois, le reste de la famille, je suis pas forcément grandi avec, je suis pas forcément attaché. Mais c'est vrai que ce cercle-là, il est super important pour moi. Ouais. C'est ma base, c'est là où je me repose et je m'apaise. Je te rejoins. Moi, j'ai l'habitude d'appeler mes parents, ma sœur et moi. Vraiment, là, c'est encore plus restreint. Le noyau dur. Et on est 4. Maintenant, il y a mon neveu aussi, mais à la base, on est 4. C'est les 4 pieds de la table. C'est solide, tu vois. Et même si on est éloigné géographiquement, même si on est différent, c'est aussi, je trouve, honorer la différence dans l'unité. Et c'est pour ça que j'aimais bien cette notion de noyau, parce qu'on vient de quelque part, et pour aller là où on veut aller, je pense qu'il y a un moment où c'est nécessaire de faire ce travail de reconnexion à ses racines et aussi de compréhension, de mettre de la clarté sur des schémas familiaux qu'on puisse se jouer, à l'enfance notamment, et faisant que soit ça crée des tensions, soit ça crée au contraire de la libération. Est-ce que toi, au sein de ta famille, avec le recul que tu as, est-ce que tu as pu voir des schémas familiaux, des choses ou juste observer que peut-être pendant un certain temps, tu avais été positionné à une certaine place et toi, tu as fait bouger les lignes, ou au contraire, tu vois, comment est-ce que toi, dans ton avancée, dans ta vie personnelle et professionnelle, comment est-ce que ça a redistribué peut-être les cartes, changé le regard les uns sur les autres, peut-être ton relationnel avec ton frère, avec tes parents et tout? Il y a 10 questions et j'ai envie de pouvoir répondre aux 10 questions. Non, c'est super intéressant. J'étais en train de réfléchir en même temps que tu parlais. Déjà, oui, moi, j'ai été positionné comme l'aîné. Logique, tu me diras. Et... Ouais, mais ça veut dire quelque chose pour toi, l'aîné. Exactement. Parce que tu peux être l'aîné, mais voilà. C'est vrai. L'aîné, moi, j'entends le poids quand même. Ouais, une sorte de responsabilité. Exactement, t'es comme moi. Et du coup, c'est vrai que je me suis toujours mis beaucoup de pression là-dessus. Et j'étais en train de réfléchir si j'avais reçu beaucoup de pression ou si je m'étais mis beaucoup de pression là-dessus. Tu sais, dans ce truc de dire, déjà, la règle numéro 1, il faut pas dire de gros mots. Ah non, tu peux dire ce que tu veux. J'allais dire, la règle numéro 1, c'était si je sais que si moi je pars en couille, mon petit frère est pas en couille. Tu vois, ça c'était vraiment le truc qui, constamment, dans des choix, tu sais, à la croisée de certains chemins, je me suis dit, non mais Pierre, si toi tu pars en cacahuète, ton petit frère il part en cacahuète. Donc, montre l'exemple. Mais ça, c'est toi qui te le disais. Mais tu vois, quand je te le dis, quand j'utilisais les mots de montrer l'exemple, j'ai eu l'impression que je l'ai entendu. Mais je l'ai entendu tout petit. Et en fait, il est resté ancré. Tu vois, 5 ans, c'est suffisamment grand comme écart pour... Je me rappelle quand j'ai pris mon petit frère dans mes bras la première fois. Tu vois, à la clinique. 5 ans, tu t'en rappelles. Oui. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que j'ai dû entendre ces mots-là. Dans le sens où mes parents n'ont peut-être pas forcément voulu me le mettre comme une pression, mais ils me l'ont dit une fois. Et quand ils me l'ont dit, je l'ai intégré. Tu vois. Et donc ça, c'est pour répondre à la première question. Le deuxième truc auquel je pensais, c'était que c'est marrant, j'ai l'impression d'être, et ma mère a ce rôle-là aussi, ma mère et moi, on se ressemble beaucoup. Mon père et mon petit frère, ils se ressemblent énormément. Tu les vois dans la pièce, c'est la même attitude, très détachée, très, tu vois. Et ma mère et moi, j'ai l'impression qu'on est les deux qui unissent la famille. Tu vois, ça veut dire que ça fait partie de nous de pouvoir faire en sorte que la famille se réunisse, qu'on rigole beaucoup, qu'on fasse des activités ensemble, tu vois. Et
Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce truc-là, et je pense que ouais, le fait d'être un petit peu le lion dans la famille, pareil, ça c'est quelque chose qui me fait kiffer énormément. Il y avait d'autres questions dans tes questions? Ouais, juste est-ce que tu avais pu observer des schémas familiaux? Je te pose la question parce que nos schémas familiaux de l'enfance en disent beaucoup sur nos relations à venir, tu vois. Et je sais pas si et vraiment, je veux pas t'orienter, donc c'est les premières choses qui viennent. Si t'entends schéma familial, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, que... Bah, le premier truc auquel je pense, c'est que, tu vois, de la même façon que je te disais que ma mère et moi, on se ressemble énormément. Ma mère, ils sont une grande famille. Ils sont 7 enfants. Okay. Et ils vivent tous en Bretagne. Et c'est la seule qui a entrepris, dans le sens où elle s'est tirée de la Bretagne pour venir sur Paris avec mon père, mettre des choses en place. C'est une grosse travailleuse, tu vois, elle a constamment des nouveaux projets, etc. Et c'est vrai que je pense que j'ai beaucoup, et alors qu'elle est placée dans une des dernières de la famille, tu vois. Ouais. Et par exemple, je pense que elle et moi là-dessus, c'est là où on se retrouve le plus. Dans le sens où j'ai vu, tu vois, à quel point elle a pu être justement la pionnière dans des décisions comme ça, et à quel point moi j'ai voulu reprendre ce flambeau en disant, bah tiens, regarde, t'as pu permettre à la famille ou au schéma familial de passer de ça à ça en sortant de ta zone de confort. Et ben moi, à mon tour, je vais essayer de mettre ma pierre à l'édifice, tu vois, en entreprenant à mon tour. Quand on parle de schémas familiaux, je pense que j'ai toujours eu cet aspect très famille, et c'est quelque chose que j'ai énormément voulu partager dans mon business. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, je travaille avec une vingtaine de personnes. Mais sur les 20 personnes, 15 ou 16, c'est des mecs de ma ville, des mecs de mon quartier, des mecs avec qui j'étais en cours, tu vois. Ouais. Et il y a vraiment cet aspect, et on en parlait tout à l'heure aussi en off, qui dépasse le business. Ouais. On travaille ensemble, on fait de l'argent ensemble, on sort ensemble, on part en vacances ensemble, on mange ensemble, tu vois. Il y a vraiment ce truc de, bah, on bosse tous pour faire en sorte que tout le monde puisse manger. Et de la même façon que moi, j'ai eu la chance de travailler avec, tu vois, une quinzaine de personnes que je connaissais à la base, et bah, les nouvelles personnes là qui sont en train de rentrer dans le business, eh bien, ça commence à devenir l'entourage de ces personnes-là. Tu vois, dans vraiment cet aspect famille. Et je pense que, tu vois, que ce soit à la fois avec mes coachs ou avec les clients, ce que les gens retiennent le plus de l'expérience je vais pas faire de publicité, de notre business, et bah c'est justement cet aspect familial. Tu peux complètement parler de la salle du temps, parce que de toute façon dans le descriptif ce sera mentionné. Donc voilà, donc par rapport à la salle du temps, un des trucs qui ressort le plus, eh bien c'est le fait justement que ils aient l'impression d'avoir cet esprit famille. Tu vois, ça veut dire que il y a peu de gens à l'intérieur dans la salle, il y a énormément d'attention qui est mis à travers chacun des membres de la salle, et je pense que c'est une des choses aussi qui fait notre réussite, le fait que les gens ont besoin d'attention. Ils avaient besoin d'attention il y a 50 ans, ils auront besoin d'attention il y a 50 ans. Dans 50 ans, on est vraiment dans ce truc de, voilà, c'est important de faire attention à tous les gens que tu as autour de toi, comme un petit peu tu fais à l'intérieur de ta famille, tu vois. Bien sûr. Et ce qui me vient dans le faire attention, c'est aussi la notion de sécurité. Parce que tu vois, quand on dit fais attention, on pense à la sécurité, ou faire attention, je suis attentionné. Et je trouve que, bah, notamment, je vais me placer d'un point de vue féminin. Quand tu vas dans une salle de sport, t'as quand même envie de te sentir en sécurité. Ça, c'est vrai, ça. Attentionné, c'est clair. Mais en sécurité de pas te blesser. En sécurité par rapport aux autres personnes que tu vas fréquenter, parce que, bah, mine de rien, tu peux te sentir vulnérable à ce moment-là. Et c'est exactement le mot que j'allais utiliser. Tu rentres dans un milieu que tu ne connais pas forcément. Comme tu disais, t'as pas toutes les compétences, donc tu vas te mettre en position de vulnérabilité. Tu ne sais pas forcément quel va être le rapport de chacun par rapport à son propre corps, par rapport à sa propre image, à quel point ça lui demande aussi des efforts de pouvoir se mettre dans cette position-là. Donc c'est vrai que, tu vois, par exemple, un truc tout bête, à la salle du temps, il n'y a pas de miroir. Ça veut dire que l'énergie et l'attention, on parlait d'attention de chacun des membres, il est remis au centre du groupe. Tu vois, et ça, c'est marrant parce que on l'a fait par manque de moyens au début, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter des grands miroirs. Les gars, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on n'avait pas les moyens. Mais trop fort. Les derniers sous de la salle du temps, on les avait mis dans la soirée d'inauguration. Donc il y avait vraiment pas l'argent pour des miroirs. Il fallait choisir. Exactement. La fête avant les miroirs. Exactement. On a fait une belle soirée. Bah, trop bien. Et en fait, ce choix ou plutôt cette contrainte, on a réussi à en faire une force parce que c'est un des premiers retours qu'on a eu lors même de la soirée d'inauguration. Ah, c'est stylé chez vous, il n'y a pas de miroir, on ne se sent pas jugé. C'est les premiers mots que j'ai entendus pour les gens, par les gens qui pénétraient à l'intérieur de la salle. Bien sûr. Et tu sais, quand tu penses qu'il n'y a pas de miroir, c'est comme si là, je ferme les yeux et je te vois plus. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste mes sens. Donc, il va me rester ce que je vais entendre, ce que je vais sentir et ressentir, ce que je vais toucher, etc. Ça veut dire que tu es forcément
centré sur toi. Tes yeux peuvent aller à l'extérieur, mais tu vas te rendre compte que tu vas te blesser si tu fais ça. Ça pourrait être hyper dangereux. Donc à mon sens, ça te ramène à une conscience de ton corps, des limites de ton corps, et t'es pleinement là, quoi. J'aime bien ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça fait, tu donnes encore plus de sens au... Voilà. Au non-choix qui est devenu le meilleur choix. Tu vois, la contrainte, c'est vrai. De toute façon, en vrai, c'est que ça, la vie. Ou mourir. Ouais. Là, c'est un exemple du business, mais en vrai, dans la vie, c'est que ça. Il y a des fois, on a l'impression qu'on va subir ou que ça aurait dû être mieux comme ça. Et je mentionnais d'ailleurs en off que ce podcast, comme je te disais, à la base, je voulais que ce soit audiovisuel. Et par la contrainte de... Il faut que je sois avec quelqu'un qui soit là pour filmer, qui prenne de son temps, j'ai pas de budget, etc. J'ai ce niveau d'exigence. Exactement, j'ai un niveau d'exigence, je veux que ce soit parfait dans mon niveau de perfection. Pour plein de gens, ce sera pas parfait. Ça m'a forcé à repasser au podcast, sachant que j'avais acheté mon PodTrack 1 an plus tôt, mais je ne l'avais pas utilisé. Et au final, je me rends compte que ce que j'ai envie de créer, c'est justement, comme je suis dans un cocon avec mon invité, l'idée, c'est pas qu'il soit tourné vers la caméra. Déjà, on est déconnecté. Si on est déconnecté, c'est-à-dire que les auditeurs sont déconnectés d'une certaine manière, ou vont sentir qu'il y a un moment, il y a une forme de déconnexion, ou, je sais pas, l'humain, il a du mal avec l'image. En fait, encore une fois, tu fais la force d'une contrainte. Et c'est super intéressant. Ouais. Tu t'adaptes. À mon sens, t'es obligé. Tu t'adaptes et du coup, tu vas à fond dans ton nouveau choix. C'est vrai. Et en fait, t'assumes tellement. Tu dis, t'as toujours voulu être un podcast. Exactement. J'avais pas prévu de vidéo. Comme les miroirs. Non, c'est le concept. Exactement. Voilà. Miroir free. Voilà, exactement. On vous ramène quelque chose de nouveau. Exactement. Et il y a un autre truc qui est venu tout à l'heure dans ma tête parce que quand t'as parlé de mettre à l'abri la famille, etc., tu as utilisé le verbe pourvoir. Et c'est intéressant parce que t'as dit que tes parents t'avaient dit montrer l'exemple. Et je trouve ça drôle parce que même ce verbe, tu sais, je fais attention aux mots. Ouais, je vois ça, mais c'est bien, tu donnes du sens. Et du coup, je trouve ça rigolo. Tu vois, il y a des gens qui auraient pu dire je veux les mettre à l'abri. Et toi, t'as utilisé le verbe pourvoir. Et je me posais la question à quel point le sens de la vue, la vision, ce que tu vois, c'est important dans ta vie, dans tes relations, dans tout en fait, même dans ton assiette. La vision, ce que tu vois. C'est comme ça que les gens ils m'appellent en plus. Vision. Mais c'est vrai que à la base ton Instagram c'était avant que Instagram me strike. C'est ce qui s'est passé. Ouais, ils ont pas aimé les podcasts et ils ont striké. Oh God. Mais ouais, c'était ça, Vision, et il est encore affiché beaucoup autour de moi. C'est en fait pour moi incroyable. Tu vois les parallèles, on est connectés. De fou. OK, wow. Pour moi, c'est la vision, c'est la base de n'importe quel projet, et j'allais dire de n'importe quelle entreprise. Tu vois, dans le sens, n'importe quoi que tu veux démarrer, en tout cas, je vais parler pour moi, je sais que si j'ai pas de vision, si je suis pas capable de le visualiser, en fait, pour moi, il a pas de sens et je vais le faire juste pour le faire. C'est-à-dire que n'importe quoi que j'ai envie de démarrer, eh bien, je suis obligé d'avoir une vision par rapport à ce projet-là pour pouvoir le faire pleinement. Autrement, oui, ça va peut-être être une passion passagère. Je vais faire quelque chose pendant 1 mois, 2 mois et je vais me déconnecter. C'est ce qui est arrivé, donc, par exemple, avec le business. C'est ce qui arrive dans mes relations. Tu vois, je sais que ce serait incapable pour moi de pouvoir m'impliquer avec une femme si je ne suis pas capable de me dire, bah tiens, je dis pas que je vais me marier et qu'on va faire des enfants, mais tiens, je sais que je suis capable exactement de pouvoir passer les étapes supplémentaires avec cette femme-là, tu vois. Et même par rapport au sport, tu vois, quand j'ai démarré le sport, on en a parlé tout à l'heure, il y a 10 ans, c'était parce que, tiens, je me sentais pas assez, j'avais envie de plus, et j'avais un objectif qui m'a fait me dire, tiens, ouais, je suis capable du jour au lendemain de m'entraîner 5 fois par semaine, tu vois. Par rapport à la boxe, par exemple, que je fais à côté, tiens, j'ai envie de faire des combats en amateur, genre, m'entraîner pour m'entraîner, oui, c'est bien, mais je le ferai de temps en temps. Ouais, ça peut te lasser. En fait, il n'y a pas de target 100%, vraiment. 100%. Par rapport au, tu vois, on parlait du fait de mettre la famille à l'abri, de pourvoir, etc. Ça, c'est des mots qui sont très forts pour moi. La notion d'héritage aussi. C'est des mots qui sont très forts pour moi parce que, en fait, c'est ça qui me fait me lever le matin et c'est ça qui me fait kiffer. Tu vois, ça veut dire que, comme on disait tout à l'heure, à l'intérieur de mon faire, eh bien, j'ai des moments de kiff et des sas de décompression. Et en fait, je me raccroche à ces choses-là, tu vois. Du coup, t'as parlé, tu m'as branché dessus, donc je vais déborder là sur les relations. Je sais que t'aimes les relations. J'adore ça. Dieu m'a mis sur terre aussi pour parler de relations hommes-femmes. Bien sûr. Tu me disais que t'avais lancé un podcast il y a 2 mois.
bon, du coup, l'épisode sortira plus tard, donc là, ce sera un peu plus d'ancienneté, où tu fais ce que je fais avec les hommes, mais avec les femmes. Comment c'est venu à toi, ça? Est-ce que c'est venu de personnes qui te l'ont demandé, ou est-ce que c'est toi qui, peut-être, avait envie de mieux comprendre et mieux savoir, mieux ressentir, je sais pas? J'ai toujours adoré parler de relations hommes-femmes. J'ai toujours eu... C'est marrant, tiens. J'ai toujours eu beaucoup d'amis femmes quand j'étais plus jeune. Et donc, en fait, ça a toujours été des sujets qui m'ont fasciné. C'est-à-dire que je pouvais, par exemple, avoir une meuf et j'allais appeler une de mes copines et j'allais lui parler d'un truc qui est arrivé. Et on parlait pendant des 2-3 heures. Et je voyais que j'avais cette envie, ce plaisir que je prenais, tu vois, à pouvoir rentrer dans le cerveau d'une femme et essayer de comprendre par rapport à son prisme à elle, pourquoi elle allait réagir comme ci ou comme ça, tu vois. Et du coup, j'avais lancé dans un premier temps, du coup, ces thématiques de relations hommes-femmes où je parlais uniquement avec mes amis hommes. Et j'ai toujours, on peut le dire dans le podcast, beaucoup aimé les femmes. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, est venu à la demande collective le fait de mélanger les discussions que j'avais hommes-femmes et les rencontres que je pouvais avoir avec les femmes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un petit environnement cosy et qui va être justement le lieu parfait pour pouvoir discuter de certains points de vue que je peux avoir en tant qu'homme, de certains points de vue que elles peuvent avoir en tant que femmes, de pouvoir les confronter. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, si t'as peu importe les idées, c'est marrant, j'en parlais ce matin, peu importe les idées, si tu me parles et que tu avances des arguments qui sont solides, ça va être un plaisir de discuter avec toi. Là où c'est vrai que je peux avoir plus de difficultés, où là je peux être un petit peu plus dur, c'est si j'entends une personne répéter ce qu'on lui dit et que je vois qu'au bout de 1 ou 2 questions, elle commence à chanceler, je me dis, tu sais quoi, je fais preuve d'empathie, on va pas en parler plus, mais c'est dommage, la discussion aurait pu être intéressante, tu vois. J'adore parler avec des gens qui ont des points de vue complètement différents, mais j'aime bien justement le fait de pouvoir avancer des idées et au-delà du fait d'avancer des idées, pouvoir avancer des expériences qui justifient tes idées. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais pouvoir dire, tiens, écoute, moi je pense comme ça, parce que ça m'est arrivé. En fait, à partir de ce moment-là, qui suis-je moi pour dire... C'est indiscutable. En fait, ça devient un partage d'expérience et plus une théorie, et je suis entièrement d'accord. Exactement. Exactement. Regarde, je te donne un exemple tout bête parce que j'y pense. Je parlais avec une femme justement sur le podcast et elle me disait oui, toi, tu crois pas à l'amitié homme-femme, etc. Moi, je crois à l'amitié homme-femme. Et je lui disais, oui, mais est-ce que tu te rends compte que dans 90% des cas, l'amitié homme-femme, c'est des hommes qui veulent te séduire, mais parce que tu as mis cette relation-là, vous vous êtes installé dans cette relation-là. Et elle me dit, oui, mais par exemple, moi, je suis bi, je fais comment? Et en fait, quand elle me dit ça, je dis, bah ouais, en fait, soit t'as pas... Je fais des bêtises. Non, soit t'as pas d'amis, soit t'es... Tu vois? J'avoue. Bah oui. T'es friendzonés sur tous les côtés, c'est compliqué. Hein. Et c'est là où j'ai dit, bah ouais, en fait. Et du coup, ok, comment est-ce que toi, tu vis tes relations? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, j'adore discuter de ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu as appris, je sais pas, récemment, quelque chose qui a été comme dans le domaine des relations ou des femmes, ou tu as du rapport aux femmes, ou même toi, dans ta propre masculinité, ce que tu veux, qui a été comme mind-blowing, quoi, un truc vraiment, ou je sais pas, ça a été comme une révélation, un truc que tu as intégré au-delà de mentalement, que tu l'as incarné, en fait? J'ai envie de te dire, je me suis surpris à pouvoir découvrir une nouvelle partie de moi-même récemment, qui était le fait que je sois capable de m'investir dans une relation. Mais m'investir réellement. Pas s'investir comme on peut entendre parler autour de nous, etc. Mais s'investir de, tiens, je suis capable de mettre un projet en place, mettre des actions en place. Et moi-même, parce que j'ai toujours été séducteur, un petit peu pirate, etc., j'ai jamais eu ce degré d'investissement, tu vois. Et là, le fait de me féliciter carrément en me disant, tiens, je suis content parce que cette partie-là de moi, je la connaissais pas. Ouais. Tu vois? Ouais. Ça, je pense que ça a été la révélation ces derniers temps, ouais. Et ça a toujours été en toi, en fait. Ça a toujours été en moi, sauf que, tu vois, c'est marrant, moi, j'ai toute ma vie toujours été dans des relations qui étaient très superficielles. Que ce soit avec des femmes que j'ai fréquentées, mais aussi des femmes avec qui je suis sorti. Je sais que je suis toujours resté énormément à la surface. Et c'est marrant parce que je me rends compte que avec toutes ces femmes-là,
bah, je n'ai jamais fait preuve de vision. Mais c'est normal. 100%. Sauf que pour moi, c'était ça, être en relation. Bah oui, on est bien content d'être ensemble, on se plaît, on démarre quelque chose, tu vois, mais il n'y a jamais eu ce degré d'implication parce que, bah, en fait, j'étais, comme tu disais, tu vois, resté à la surface. Tu vois. Et ce qui est marrant, et ça, c'est un truc que je veux te dire depuis hyper longtemps, je pense, même avant même ce podcast, c'est, à mon sens, il y a une différence entre ce que tu renvoies et ce que tu es, que j'ai toujours perçu. Et je suis heureuse de t'entendre dire que tu te sens capable de t'investir, que tu l'as en toi, parce que oui, c'est une évidence. C'est juste une forme de protection. C'est du marketing. Les hommes, de ne pas... alors oui, de te montrer comme ça, mais au-delà de ça, même de finalement ne pas s'investir trop, de pas s'engager trop auprès des femmes. Et en plus, ça peut même aller carrément... pour un homme non équilibré, ça pourrait aller sur rejeter la faute sur la femme, tu vois. Je pense que toi, tu fais pas ça. Mais c'est juste... Mais c'est vrai que tout le monde me dit c'est pas ce que tu renvoies, ça c'est vrai ça. Bah oui. Mais ça te dessert pas? Bah tu sais quoi? J'ai envie de te dire non, parce que par rapport à ce que dans le passé j'ai toujours recherché avec les femmes, bah ça ne m'embêtait pas de me dire que de toute façon... elle se disait bah tiens Pierre ça va pas être l'homme de ma vie. Bah ça collait, ça allait dans ton truc de protection. Exactement. Donc c'était en phase. Exactement, c'est ça. Et que sur une femme avec qui je puisse me dire bah tiens j'ai envie de faire quelque chose, j'allais avoir la capacité de pouvoir être suffisamment honnête avec elle pour qu'elle capte que, comme tu as dit, c'est une façade, tu vois. Bah oui, monsieur de la franchise. Et monsieur de la franchise, exactement, monsieur la franchise, exactement. Mais c'est marrant ce que tu dis. Je pense pas que ça m'a desservi parce que, tu vois, moi-même, je pense que par rapport au timing dans lesquels j'étais, j'ai pu rencontrer des femmes qui, elles, avaient envie de s'impliquer. Et dans ce cas-là, je leur disais, écoute, ma belle, je vais te casser en deux. C'est mieux que, entre guillemets, on se fréquente pas ou qu'on se voit pas ensemble parce que on recherche pas la même chose. Donc c'est plus un timing, tu dirais que c'était plus un timing de ta vie, plus qu'un pattern, en fait, relationnel d'incapacité d'engagement ou... Je pense que c'est un timing. Je pense que c'est le fait de rencontrer une personne qui correspond à tes valeurs. Parce que oui, pour moi, il existe pour chacun une personne qui correspond à ses valeurs. Et je pense que c'est à partir du moment où les deux sont corrélés, une décision de se dire j'ai envie de mettre un projet en place. Parce que, tu vois, je parle souvent de ce truc-là, qui est le fait de dire que tu sois un homme ou que tu sois une femme, le fait de pouvoir enchaîner les relations. En fait, forcément, à partir de ce moment-là, ton cerveau il commence à créer un pattern qui fait que tu te détaches plus rapidement. Parce que forcément, comme tu te mélanges à plus de personnes, bah, petit à petit, tu ne vas plus avoir ce degré d'attachement à chaque personne. La première personne que tu as rencontrée dans ta vie, dont tu es tombée amoureuse, à partir du moment où la naïveté ou l'innocence a été cassée parce que la relation s'est arrêtée, tu peux pas me dire que tu as remis 100% de ton énergie dans la relation d'après. Et je pense que du coup, petit à petit, ce truc-là se perd, tu vois. Et je sais que bah, moi étant comme ça, par exemple, tu vois, un de mes critères, entre guillemets, par rapport à une femme que je pouvais rencontrer, c'est, je sais qu'une femme qui a rencontré beaucoup d'hommes, malheureusement, elle va être dans les mêmes patterns que moi, et que au premier désaccord, à la première mésentente, bah, on les connaît, écoute, je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, bah, vaut mieux que chacun fasse sa route. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que moi, j'avais besoin de me dire à partir de ce moment-là, bah, j'ai envie d'avoir une personne qui va me montrer dans ces phases-là le chemin dans un premier temps. Et du coup, ça va me permettre de prendre la décision de me dire, bah tiens, j'ai envie de mettre un projet en place avec toi. Tu vois? Ouais, c'est intéressant. Et tu as besoin de ce que tu peux percevoir de toi. Tu as besoin de quoi pour te sentir en sécurité? Parce qu'en fait, c'est une notion de sécurité émotionnelle auprès d'une femme. Ouais, tu as besoin de quoi de la part d'une femme et de la part de la relation? Je sais pas, global. Ouais, de te sentir en fait vraiment pleinement en sécurité pour te dire ok, tu vois, genre, je suis capable de mettre des choses en place dans une relation. Je vais lui donner je sais pas quoi. Le premier truc, moi je sais, ouais, les trucs qui sont les plus importants. Alors pour me sentir en sécurité, je sais que c'est une femme qui n'a pas eu beaucoup de relations, dans le sens où beaucoup de traumas qui sont associés aux hommes. Okay. Parce que moi je sais que je suis comme ça. Et que malheureusement, les deux ensemble, le fit n'est pas forcément bon. Je sais que c'est une personne qui est super concentrée sur la famille.
Parce qu'en fait, de la même façon que tu respectes tes parents, je pense que dans ton couple, justement, tu vas respecter cette notion de famille. Je pense que c'est une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, peu importe son métier. Une personne, en fait, qui est occupée. Tu vois, moi, je crois beaucoup au fait d'être toi heureux, l'autre personne heureuse, et c'est ça qui va faire en sorte que vous êtes bien tous les deux. C'est clair. Et pas le fait que ta meuf, elle soit heureuse à 40% et que du coup, elle compte sur toi pour colmater le 60% qui va pas. Ouais. J'ai été aussi là-dedans, j'ai été dans des relations où moi-même, j'ai été dans de la dépendance affective, et on voit ce que ça donne, on voit à quel point ça fatigue émotionnellement. Et tu vois, je suis dans des timings de ma vie aussi où j'ai besoin de paix, parce que en vrai, tu vois, on parlait du fer. Le fer, c'est le champ de bataille. T'es en train de charbonner tout le temps et t'as envie de pouvoir rentrer et d'avoir un petit peu de paix dans le chaos. Et je pense qu'après, par rapport à moi personnellement, j'ai besoin simplement d'une femme, comme je disais, qui me donne de la paix et qui fait attention à moi. Et je pense que ça, ce sont les bases qui me permettent de me dire, tiens, je sais que je peux mettre un projet en place avec cette femme-là sans que au premier désaccord, à la première mésentente, parce qu'on n'est pas les mêmes, eh bien, ça casse, tu vois. Ouais. Avant ça, j'aurais du mal à m'investir parce que je me dis pourquoi m'investir alors que demain, par rapport à un désaccord qu'on va avoir, on va se dire chacun, tu connais les messages, point, bonne continuation. Tu vois ce que je veux dire? C'est violent. Tout le monde a reçu ou envoyé des bonnes continuations. Exactement. Je peux pas dire que je l'ai pas fait, donc je l'ai pas reçu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que si on revient à l'image et ce que tu as pu voir de ta maman, j'ai l'impression quand même, quand tu décris, tu vois, les femmes qui t'appellent, que je peux voir en tout cas des traits que tu valorises chez ta mère, tu vois. Et notamment ce fait, c'est pas électron libre, mais c'est de se bouger pour ses idéaux, pour faire avancer les choses. La notion de famille, bien sûr, la complicité que tu peux avoir avec elle, donc ça veut dire du dialogue, j'imagine, peut-être des câlins, enfin, tu vois, une 100%. Forme d'attention. Ouais, c'est ce que je percevais. Et que, en fait, naturellement, tu viens chercher chez ta partenaire. Exactement. Mais ça sous-entend de montrer à ta partenaire aussi que toi, en tant qu'homme, t'es prêt, en fait, t'es prêt à assumer que t'es là, tu vois, que tu vas pas te désengager. Parce qu'une femme, elle a un niveau de loyauté et elle peut ouvrir tellement son cœur quand elle se sent en sécurité. Et si l'homme, en fait, en face, de par ses agissements, de par sa non-communication ou sa façon de communiquer, la met en insécurité, c'est là où lui va dire qu'elle est relou, qu'elle est trop, qu'elle est pas assez que ce que tu veux. En fait, c'est juste qu'elle est en insécurité. 100%. Donc, la base relationnelle, elle est fucked up, en fait, tu vois. Et c'est pour ça, excuse-moi, je te coupe, que pour moi, justement, tu vois, tu parles de responsabilité. C'est pour ça que, en tant qu'homme, pour moi, t'es obligé d'être dans le faire parce que t'es obligé de créer tout ce cocon de sécurité dans ta vie, mais aussi autour de ta relation pour que ta femme elle puisse s'exprimer pleinement. Tu vois, et c'est là, du coup, encore une fois, je vais valoriser le fait de pouvoir pourvoir, protéger et du coup, subvenir parce que c'est ça qui va pouvoir, pour moi, me dire demain, tiens, ma femme, elle est capable de s'exprimer, elle est capable d'être elle-même parce que les enjeux, les problèmes que peuvent avoir les gens plus moyens dont on parlait tout à l'heure, malheureusement, ils sont obligés de vivre là-dedans. Tiens, j'ai décidé de me bouger plus que les autres. Pourquoi est-ce que justement, je m'en servirais pas pour me dire, tiens, ma femme, elle fait ce qu'elle veut, elle se sent bien, et elle est capable d'être elle-même à 100%. Tu vois, mais pour ça, pour moi, en tant qu'homme, t'es obligé d'être dans du faire. Tu vois, parce que si tu décides d'être plus dans l'être, malheureusement, peut-être que tu vas plus t'épanouir, mais que les réalités de la vie vont t'obliger au bout d'un moment à dire mais en fait, il faut quand même réussir à ramener de l'oseille, il faut quand même payer le loyer, il faut quand même... Tu vois ce que je veux dire ? Et puis une structure. En fait, tu vois, quand tu regardes le corps humain, ça te parle dans le milieu du sport, mais t'as des os et puis t'as tout ce qui est muscles et les fluides. La femme, c'est le muscle et les fluides. L'homme, c'est l'ossature. C'est le roc. Et la femme, c'est les vagues. C'est important. Par contre, au sein de la femme, il y a aussi cette partie de roc et d'ossature. Et pareil, au sein de l'homme, il y a aussi cette partie plus liquide, plus molle. Et là où je pense que ça peut être challengeant pour des hommes qui se sont développés sur ce qu'ils font, plus que sur ce qu'ils sont, ce qui n'est pas forcément ton cas, tu vois. Vraiment, je le dis en général.
c'est que quand ils font face à une femme qui se réalise, qui est indépendante financièrement, qui n'a pas besoin de lui, ils ont vachement de mal à trouver leur place. Parce que c'est difficile, parce que ce qu'ils apportent sur la table n'est pas assez. Et là où je te parle de sécurité, pour moi, dans mon expérience, et je suis un peu plus âgée que toi, c'est aussi de me rendre compte que la sécurité financière, moi, j'ai été élevée pour la gérer moi-même, tu vois. C'est sûr que je vais plutôt avoir tendance à me dire que j'ai envie que mon partenaire, tu vois, puisse subvenir à nos besoins de la famille. C'est rassurant, notamment si je veux un enfant, j'en aurai besoin. Mais c'est la sécurité émotionnelle qui lie deux êtres. Et si l'homme, en fait, apporte juste ce qu'il considère être bien à apporter, se disant que ça permet à la femme d'être elle-même, mais qu'en fait, il est incapable émotionnellement de l'écouter, tu vois, de s'asseoir avec elle et de comprendre ses émotions, etc. Là, je trouve qu'on passe, sur un niveau de déconnexion émotionnelle, amenant des crises, des problèmes dans le couple, etc. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, et c'est là pour moi où, justement, tu te rends compte que une relation, c'est une décision. Et quand je dis c'est une décision, ça veut dire que c'est sur le fait de dire que en tant qu'homme, que j'ai une femme ou pas, dans tous les cas, je vais être concentré sur le faire. Quand je dis se mettre en relation, c'est une décision, eh bien, c'est justement sur le fait de dire, OK, je suis en train d'accueillir quelqu'un dans ma vie. Cette personne, elle aussi, va avoir des besoins. Et du coup, par rapport à ces besoins-là, moi, je vais avoir des comptes à lui rendre, entre guillemets, dans le sens, je vais avoir ma part de travail à apporter dans la relation. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, je suis 100% d'accord avec toi. L'homme qui demain va uniquement s'occuper du côté financier, lui-même en vrai est très remplaçable. Tu vois? Par contre, l'homme qui va être capable de se dire, tiens, je prends la décision de me dire, je me mets avec cette femme-là. Ok, qu'est-ce que tu as besoin? Et en fonction des moments de vie aussi, qu'est-ce que tu vas avoir besoin dans ces moments-là? Ça va être le fait de dire, si j'ai dit que je m'engageais dans cette relation, c'est-à-dire que moi aussi, je suis prêt à faire ma part du travail pour t'apporter ce que tu veux que je t'apporte. Tu vois, moi, je dis toujours que les relations sont transactionnelles et on me le reproche. Mais c'est les réalités de la vie. Non, c'est vrai. Tu vois? C'est les réalités de la vie. Mais même dans tous les domaines. Dans l'amitié, dans le business, même dans l'amour, tu vois? Mais dans tout. Bien sûr. Vu que l'amour, en plus, est à la base de tout. Mais oui, carrément. Et il faut s'en rendre compte. Et les gens vivent dans une forme d'utopie et donc sont tout le temps déçus de ça. Mais du coup, qui dit transactionnel, c'est comme quand tu vas travailler, on te donne un salaire. Avant de postuler, normalement, tu sais combien d'heures tu vas travailler, tu sais combien tu vas gagner, c'est normal. Du coup, quand tu signes, tu sais. Le problème des relations, c'est que la transaction, elle se fait rarement en amont. Et surtout pas quand les gens se connaissent pas bien. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables de demander expressément ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas. Même eux ne savent ce pas dont ce qu'ils ils veulent. ont besoin. Donc c'est dur de demander ce que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas croire ou avoir besoin, tu vois. Bien sûr. Et je crois que c'est ça le plus difficile dans les relations. C'est pour ça que moi j'ai une façon de les aborder très straightforward, tu vois. Dans les 2 premiers rendez-vous, tu peux être sûr que je connais tes valeurs, je connais ta vision, je sais ce que tu veux avec moi, je sais comment tu te projettes, je vais savoir globalement ton environnement, je vais savoir où est-ce que tu en es dans ta vision professionnelle, est-ce que tu es aligné ou t'es pas aligné, que tu me le dises ou que tu me le dises pas, je vais le ressentir. 2 rendez-vous. Après, classe. Mais en vrai. T'as le temps de faire tout ça en 2 rendez-vous? Bah bien sûr. Vous avez le temps de manger quand même ou pas? Moi je parle. Moi, je pose beaucoup de questions. Non, et c'est important parce que je considère que, tu sais, le temps, tu le récupères pas, quoi. Mais je parle même pas que du mien, de celui de la personne. On parle de temps, mais on parle aussi d'argent. Quand on date, en général, en tout cas, moi, dans ma façon de faire, j'avoue que c'est l'homme qui paye. Merci. Et donc, c'est pas OK pour moi. Si je sais que ça va pas le faire, tu vas pas en profiter. Bien sûr que non. Je vais pas te faire perdre ton temps, ni ton argent. Enfin, tu vois, la vie, elle est dure, hein. Elle est dure pour tout le monde. Donc, après, moi, voilà, je suis très authentique, très spontanée, très honnête. Tout le monde l'est pas en face ou quoi, mais je me dis juste, on a que du temps sur cette terre. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Il faut juste gagner du temps. Mais c'est, comme tu dis, le problème à la base d'un manque de conscience de soi-même, de ce qu'on a besoin. Et donc, forcément, ça va être compliqué à communiquer. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc où, du coup, tu peux facilement devenir très dépendant de quelqu'un, mais sans forcément déjà savoir ce que tu veux pour toi-même, sans forcément te connaître toi-même, sans forcément t'aimer toi-même. Donc forcément, tu tombes dans des relations où
J'ai été là-dedans. Hein. Bah, c'est ouf que tu reviennes dessus parce que justement, t'as mentionné tout à l'heure la dépendance affective. C'est plus rare d'entendre un homme le mentionner. Ça veut pas dire que c'est plus rare que ça vienne des hommes. Hein. C'est juste plus rare d'entendre un homme le mentionner. Et je voulais juste savoir quelle forme, toi, ça avait pris dans ta vie quand tu vivais la dépendance affective. Moi, ça s'est exprimé en voulant sauver la femme que j'avais en face de moi. J'avais la vingtaine. J'avais 20 ans. Je dis, j'ai la vingtaine, j'ai encore la vingtaine. Entre nous, il a 50 ans, c'est ok, c'est bon. C'est la sagesse qui c'est la salle du temps, ça. Exactement. Le temps, il va plus vite. Non, j'avais 20 ans ou 21 ans, je rentrais de Londres. Je m'étais mis avec une meuf. Et en fait, sa vie était chaotique. Dans le sens où elle avait des gros problèmes dans sa famille. Et je suis arrivé un petit peu comme, tu vois, tu parlais de rock tout à l'heure. Je suis arrivé un petit peu comme le point d'ancrage un petit peu normal de sa vie, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, par rapport à cette meuf-là, c'était l'idée elle a une vie de merde. Donc en fait, quand elle est avec moi, elle est apaisée. Et en fait, ça a nourri chez moi cette volonté de vouloir constamment la sauver, constamment vouloir faire en sorte qu'elle soit bien. C'était la meuf, elle pouvait m'appeler à 1h du mat. Elle habitait à 30 bornes. J'étais là en une demi-heure. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et elle, du coup, était très dépendante de moi pour se sentir bien. Et moi, petit à petit, j'étais devenu dépendant d'elle en justement voulant la sauver parce que c'est le truc qui me faisait sentir comme un super-héros à ce moment-là, tu vois. Bien sûr. Et tu vois, c'est marrant, c'est une meuf qui avait été trompée dans le passé. Elle a eu tellement peur que je la trompe que c'est elle qui m'a trompé. C'est souvent comme ça. Tu vois ? Enfin, on entend souvent ce genre d'histoire. Tu vois ? Pour que 2 semaines plus tard, elle m'envoie un message, Pierre, je suis désolé, et qu'elle soit dans les DM encore tous les 6 mois, bisous à elle si elle écoute. Et voilà, quoi. On sent la petite pique. Oh. J'adore. Mais c'est hyper intéressant. Et surtout, ce que tu dis que ça vient nourrir, j'ai l'impression que ça vient nourrir aussi ce besoin de reconnaissance qu'on a évoqué au début et de prouver. Tu sais, de prouver peut-être que t'es un homme bien, un homme fiable, un homme sur qui on peut compter parce que t'es là quand elle a besoin, etc. Et bien sûr que ça vient nourrir quoi ? Ta valeur, en fait. Donc ouais, la dépendance, elle est dans des deux côtés. En effet, j'ai du mal, moi, à me dire que seulement un des deux est dépendant affectif parce que pour moi, c'est un contrat. Donc, bien sûr. On s'attire comme des magnettes. Exactement. Et il y en a un des deux qui assume pas. C'était bien sûr. Ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, quand tu dis ça, je pense que les 2 premières années, quand j'en parlais, justement, je disais, ouais, elle était dépendante de moi. Et c'est justement en grandissant, en continuant de travailler sur cette relation qui était passée, que je me suis rendu compte que non, moi, c'est vrai que j'avais ce syndrome du sauveur qui était démultiplié quand je l'avais autour de moi et que, oui, je me sentais surpuissant quand j'arrivais à régler ses problèmes ou la faire sourire ou faire en sorte qu'elle se sente bien. 100%. Et ça demande de la maturité, je trouve. Du coup, moi qui suis vraiment dans les relations conscientes et amener vraiment ma relation à un niveau plus spirituel, etc. Ça sous-entend d'énormément travailler sur soi. Mais en face, d'être capable d'accueillir aussi quelqu'un qui a travaillé sur soi, tu vois. Et c'est tellement facile dans le monde dans lequel on vit, c'est de parler de self-love. Et moi, je dis toujours, en fait, vous allez voir à quel point vous vous aimez quand vous serez à nouveau en relation, pas célibataire. Célibataire, c'est tellement facile de s'aimer. En fait, t'as personne qui vient te challenger. Donc, tu peux dire que tu t'aimes quand t'es tout seul. C'est au moment où tu te mets en relation, la relation, elle vient uniquement pour te montrer tes parts d'ombre. Alors, tes parts de lumière au début, juste après, tes parts d'ombre. Au niveau, plus tu la fais rentrer en profondeur, cette relation, plus ça vient remuer la merde, clairement. C'est à ce moment-là que tu vois à quel point t'as cheminé, à quel point on est passé de la théorie à la pratique, à quel point t'es passé d'un concept mental de « je m'aime » à un concept incarné de « je m'aime ». C'est vrai que l'autre, c'est un très beau miroir de qui t'es en vrai. De fou. Tu regardes les relations que t'attires. Moi, franchement, les hommes avec qui j'ai été, à part une relation, c'était très compliqué, mais c'est des hommes magnifiques, tu vois. Parfois, la relation a été chaotique, mais c'est des personnes incroyables, avec des qualités incroyables. En fonction de quand tu les rencontres dans ta vie, des fois, t'es même pas capable de... Ma dernière relation, j'avais vachement de mal à recevoir son amour. Il m'en donnait tellement. Et c'était à cause de quoi, ça ? Que moi, j'avais du mal à recevoir. Par rapport à comment toi, t'étais avec toi-même ? De part, en fait, moi, je pense que c'est vraiment... J'en ai parlé dans un podcast avec Fabrice Florent sur Histoire de Daron. Je vous invite à aller l'écouter. Et j'ai mis, en fait, en parallèle ma relation avec mon père à ma relation aux hommes. Et j'ai remarqué que moi, j'avais, dans ma perception, jamais vraiment ressenti
qu'on me donnait de l'amour, tu vois. Parce que très certainement, je suis dans une famille où on parle pas le même langage d'amour que moi. Et du coup, naturellement, j'ai pas eu cette sensation d'avoir des paroles bienveillantes abondantes et d'avoir beaucoup de contacts tactiles. Quand on t'offre ça, mais que t'as pas la capacité à le recevoir, tu te sens... Moi, je me suis sentie oppressée. Ça m'a oppressée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, genre, alors que je te parle, il est au courant, relation de début 2023. Donc, avec mon niveau de conscience. Et cette relation, moi, ça m'a permis, plutôt que de fuir et de dire, vas-y, il est chelou et tout, je me suis dit, ok, ça te montre que là, t'as attiré à toi un homme qui est capable de t'aimer à la hauteur de ce que tu désires. Mais ce désir-là, il te fait tellement peur que c'est plus facile d'aller se concentrer sur ses problèmes à lui. Et dès que tu reviens à toi, tu dis, ok, mais en fait, là, juste, il t'aime, c'est safe, en fait, c'est ok. T'as le droit de recevoir cet amour. Ton système nerveux, il est en panique parce qu'il a pas eu l'habitude de le recevoir. Mais en vrai, depuis que t'es petite, c'est ça que tu veux. Donc, t'as 2 choix dans ta vie. Par le passé, j'aurais fui. Je me serais dit que, vas-y, il m'oppresse, moi, je suis une femme libre. Tu te remets pas en question et tu... Exactement. Et là, c'était de se dire, ok, c'est hyper inconfortable, mais je sais que ça va le devenir. Et il a fait se ramollir d'une certaine manière, s'adoucir mon système nerveux pour me montrer que c'est exactement ce dont j'ai besoin dans une relation. Donc, merci à lui. Ça fait plaisir. Ouais, voilà. PM, on arrive à la fin de cette moi, j'aurais conversation. parlé 3 heures, moi. Je te jure. Le montage, il va être horrible, mais je peux parler 3 heures. Non, il y aura pas beaucoup de montage. La conversation, elle est fluide. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder ou quelque chose que tu aimerais partager que peut-être en venant ici ou même là, c'est venu dans ta tête que, je sais pas, tu ressens, tu as envie de le partager ou tu penses que tu es complet dans ce que tu avais à transmettre déjà, le truc dont je me suis rendu compte, c'est que je te dis vraiment bravo parce que toutes les questions que tu m'as posées, elles m'ont vraiment touché à chaque fois. Et Fanny, elle a pas de préparation. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Mais en fait, je trouve incroyable la capacité que tu as réussi à toucher vraiment sur chaque question et sans repère matériel, tu vois. Ouais. Et moi qui suis justement dans le podcasting, je dis vraiment chapeau. Merci. Mais sinon, non, par rapport à ce qu'on a dit, non, on pourrait parler 3 heures. En fait, chaque question va avec la suivante. Donc, en fait, il n'y a pas de... Exactement. Moi, c'est bon de mon côté. Merci beaucoup. Et la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est comment tu te sens là, dans ton corps, dans ton esprit, après cette heure, parce que je pense que ça fait à peu près 1 heure qu'on parle, qu'on a passé ensemble. Je pense que comme chaque fois que je te vois, je vais me poser après une demi-heure et je vais réfléchir à tout ce qu'on s'est raconté. Mais non, je me sens bien. C'est un mix de thérapie, discussion entre amis, sagesse, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, et je reprends Jay-Z, que j'avais entendu dire ça lors d'une interview avec Dean Bucket, qui parlait beaucoup du fait de se mettre en mode survie quand tu fais du business pendant une certaine période de temps, parce que tu ne peux pas te concentrer sur tes émotions, sinon au bout d'un moment, tu dis « Oh là là, je me sens pas bien, j'arrête tout ». Et je pense que moi, depuis les 4-5 dernières années, je suis rentré dans ce mode-là. Tu vois, je parlais tout à l'heure de la déconnexion au cœur, du fait justement de m'être un petit peu moins concentré sur ce que je ressentais pour pouvoir faire ce que j'ai à faire pour une période de temps. Et du coup, j'aime beaucoup des fois ces temps que tu peux avoir où tu vas pouvoir prendre du recul et regarder un petit peu le chemin parcouru. Et du coup, moi, là, d'habitude, c'est le chemin parcouru par rapport au business. Mais là, le chemin parcouru par rapport à l'être, je le trouve beau et très agréable. Bon, génial. En tout cas, tu peux tellement être fier de toi parce que c'est juste inspirant ce que tu as transmis. Merci beaucoup. Et j'aime trop le fait de, tu sais, aujourd'hui, on donne un âge aux gens, mais ça veut tellement rien dire. Et alors qu'on est à la fin de ce podcast, je suis juste en train de me rendre compte, parce que ça devait pas être comme ça. Je t'ai jamais posé à une seule question qui tu étais. Et je pense que juste à travers tes réponses, ça transpire en fait. On sait déjà qui est Pierre Mathieu. Voilà. Non complet. Je me fais engueuler quand on complet ça. Je me fais engueuler. Quand Pierre Mathieu est ça, en général, c'est pas bon pour mon cœur. Merci infiniment. Merci beaucoup à toi. Et juste réalise tous tes rêves, tous tes projets. Voilà. Amen. Ensemble.